réponse qui sera disponible sur le site internet de l'agence. Alors, je vais vous présenter rapidement le sommaire, une introduction qui sera donc réalisée par Monsieur Gigny, directeur de la stratégie des parcours, hein, qui va tout de suite prendre bientôt la parole, des éléments de contexte, la méthodologie, la typologie des répondants, et puis le gros de notre webinaire aujourd'hui, l'analyse régionale de l'offre en soins oncologiques de support. Voilà, donc je laisse la parole à Monsieur Gigny, qui va introduire donc ce webinaire. Merci Emmanuel. Bien, bonjour à toutes et à tous. Comme l'a indiqué Emmanuel Millot, nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais justement à vous remercier pour votre présence et pour votre mobilisation autour de cette thématique essentielle. Alors cet état des lieux, il s'inscrit pleinement dans la feuille de route de la stratégie cancer ARA 2022-2025 et il répond à un objectif majeur qui est de structurer l'offre de soins de support et de garantir une couverture régionale optimale, y compris en ce qui concerne l'accompagnement et le soutien aux aidants, ainsi que la visibilité de l'offre associative. De manière plus large, cette démarche elle contribue à l'axe 2 de la stratégie décennale de lutte contre les cancers, qui vise à limiter les séquelles et à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches. Nous avions besoin, au niveau de l'ARS, de mieux comprendre et de cartographier cette offre de soins oncologiques de support, non seulement pour optimiser l'organisation, mais aussi pour permettre aux professionnels de santé, aux bénévoles associatifs, d'orienter efficacement les patients ou les aidants vers ces soins et aux patients eux-mêmes d'accéder facilement aux soins dont ils ont besoin au plus proche de chez eux. Ce travail, ça a été un véritable chantier qui a mobilisé plusieurs mois d'analyse et je tiens à remercier l'ensemble des structures qui y ont contribué, que ce soit les établissements de santé autorisés, les structures de SMR, les associations et tous les autres. Votre participation, qui a été massive, illustre bien la richesse de notre offre et votre engagement à tous en faveur des patients. Alors, je tiens à préciser qu'il s'agit d'un premier exercice, une photographie à un instant T, mais cet état des lieux, il pourra être complété, il pourra être amendé au fil du temps. Et nous verrons dans la présentation qui va suivre que l'une des difficultés majeures rencontrées par les structures est le suivi de la file active des patients et des aidants bénéficiant de ces soins oncologiques de support. La question de leur traçabilité est cruciale et en l'absence de données quantitatives sur les besoins, il est essentiel de poursuivre notre réflexion à travers une concertation au niveau des départements. Nos délégations départementales de l'ARS ainsi que les centres de coordination en cancérologie, les 3C, auront un rôle clé dans cette démarche d'approfondissement et de partage des constats. Et puis, pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir les résultats de notre étude, le rapport régional sera bientôt disponible sur le site de l'ARS ainsi que les rapports départementaux que nous publierons sur le site internet et un lien vous sera adressé pour vous donner l'information d'accès. Voilà, je ne vais pas en dire plus. On vous remercie encore pour votre présence et votre implication et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente séance. Merci. Voilà, donc je vais reprendre la parole. Merci, Monsieur Gigny. On va passer à quelques éléments de contexte. Alors, un rappel quand même de la définition des soins oncologiques de support. J'imagine que chacun de vous qui est connecté la connaît, mais quand même, c'est bien que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc, les soins oncologiques de support sont définis comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement au traitement oncologique ou onco-hématologique spécifique lorsqu'il y en a. Alors, comme on a un peu l'écrire sur la diapositive, ils ont un rôle majeur dans le parcours de cancer des patients et interviennent à la fois en amont, pendant et après les traitements actifs. Alors, on s'est appuyé sur le panier référentiel de l'INCa qui définit donc un socle de base de 4 soins oncologiques de support. Pour rappel, la prise en charge de la douleur, les conseils en diététique, le soutien psychologique, la prise en charge sociale, familiale et professionnelle, qui est complété d'un socle complémentaire de 5 soins oncologiques de support, l'activité physique, les conseils en hygiène de vie, donc c'est tabac, consommation de tabac, alcool, etc., le soutien psychologique des proches et aidants, le soutien à la mise en œuvre de la préservation de la fertilité et la prise en soin des troubles de la sexualité.
Et puis, il y a dixième, voilà, soins oncologiques de support, qui sont soins de socio-esthétique, hein, qui sont importants à prendre en compte. Et d'ailleurs, voilà, on a voulu également, et vous verrez, on les a inclus dans cet état des lieux, puisqu'il est prévu, dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre les cancers que l'INCa pilote, de les inclure dans le panier référentiel INCa. Donc, ce n'est pas encore le cas, mais on a voulu un peu anticiper quand même voilà, cette évolution future. Alors, sur les autres éléments de contexte, hein, plus spécifiquement dans notre région, les enjeux, bah, c'est l'accessibilité géographique, parce qu'on a une grande région avec beaucoup de zones rurales, montagneuses. La visibilité et la lisibilité de cette offre en oncologie de support, parce qu'elle est, comme l'a dit M. Génie, très riche. Et puis, une répartition, finalement, ce qui nous importe, qu'elle soit une répartition adaptée de l'offre aux besoins sur le territoire, et puis d'identifier éventuellement les besoins et les zones blanches. C'est la raison pour laquelle, dans notre stratégie cancer Auvergne-Rhône-Alpes 2022-2025, nous avons inscrit l'action qui est celle de structurer l'offre de soins de support et garantir sa couverture régionale, l'accompagnement et le soutien aux aidants et la visibilité de l'offre associative. Voilà, donc ça nous a amené à réaliser donc, un état de l'offre en soins oncologiques de support. Et je vais vous en présenter quelques éléments de méthodologie. Il y a quelqu'un en parler. Sur le fait. Voilà, alors il y a 880 structures qui ont été sollicitées. Elles n'ont pas forcément toutes répondu, mais vous verrez que le taux de réponse est quand même très, très satisfaisant. Et donc, les structures cibles, eh bien, les sites des établissements de santé autorisés au traitement du cancer, hein, que ce soit en chimiothérapie, radiothérapie ou chirurgie. Les établissements associés au traitement du cancer, donc c'est des établissements qui ne sont pas autorisés, mais qui passent des conventions avec des établissements autorisés pour délivrer des chimiothérapies en proximité aux patients. Des établissements de soins médicaux et de réadaptation qu'on appelle SMR, hein, donc voilà, je parlerai après d'établissements de SMR, et puis un certain nombre d'associations qu'on a pu identifier, mais on n'a peut-être pas été exhaustif, hein, donc voilà. N'hésitez pas à vous faire connaître et savoir si, voilà, si on vous a oublié ou voilà, vous n'êtes pas dans notre listing hein, qui propose ou sont susceptibles de proposer des soins oncologiques de support. Également des structures APA, donc activités physiques adaptées, qui sont validées par la DRAGES, donc la Direction régionale de la jeunesse et des sports, et qui donc figurent sur un annuaire qui s'appelle l'annuaire Sport Santé, et pour lesquels il y a une thématique hein, cancer. Donc, on a sollicité voilà, les structures APA qui, a priori, interviennent auprès des patients atteints de cancer. Et puis également nos dispositifs régionaux hein, spécifiques en ARA, les DAPAC, donc dispositifs d'accompagnement vers la pratique d'activité physique, qui ont aussi donc une fonction voilà, de faire des bilans auprès et d'orienter les personnes. Alors, comme je l'ai pu vous le dire, hein, on a donc fait cet état des lieux sur les 10 soins oncologiques de support que je vous ai présentés dans la diapositive précédente. Nous avons fait 4 types de questionnaires pour les adapter aux fonctions des structures cibles. Donc, il y a eu un questionnaire établissement, un questionnaire association, un questionnaire structure APA et un questionnaire DAPA. Voilà, le calendrier, ça a été une enquête par un lien Solène, hein, du 13 décembre 2023 au 8 février 2024. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'a pu indiquer M. Gini. Hein. C'est effectivement un premier exercice, une photo à T0. Vous verrez, on a interrogé hein, dans cette enquête le nombre de patients qui étaient pris en charge. On voit bien qu'il y a une problématique de traçabilité des fils actifs, ce qui ne nous a pas permis de pouvoir faire une analyse quantitative. Hein. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est une analyse qualitative. Donc, c'est effectivement important d'approfondir
cette enquête par un échange voilà, avec les acteurs des territoires qui connaissent bien aussi les besoins, d'avoir leur vision, regard croisé. Et donc, nos délégations départementales des ARS se mobiliseront. On compte aussi sur les centres de coordination de cancérologie, les 3C. Ça permettra de mieux objectiver les besoins réels. Et puis, voilà, donc, il y aura bientôt en disposition un rapport régional et 12 rapports départementaux. Avant de passer aux typologies, on a quelques questions dans le chat. Ok, d'accord. On pensait faire une pause après la typologie des répondants, mais on va le faire là maintenant. Vas-y. Pas de souci. On a bonjour, les soins palliatifs font l'objet d'une stratégie décennale spécifique, mais le lien soins palliatifs, soins de support doit être très étroit et pensé d'emblée. Merci. Ouais. Voilà. Et comme on est aussi référente cancer et soins palliatifs, Edwige Olmedo et moi, on a bien effectivement en tête le lien avec les soins palliatifs et le traitement et la prise en charge de la douleur, mais pas que. La deuxième, c'est bonsoir, l'association avec en Isère localisée à Saint-Marcelin est-elle identifiée? Alors ça, on le vérifie, on va le vérifier et puis on vous renverra une réponse par mail. La dernière question, c'était bonjour, les structures APA sont-elles exclusivement celles qui ont été habilitées par l'ARS, à savoir les maisons sport santé? Alors, pas uniquement, parce qu'en fait, ça va bien au-delà. Et ce sont des structures voilà, que je disais qui a été référencées sur le site, voilà, sur le site de la Dragesse. Et en fait, il y a un site de la Dragesse qui répertorie sur la demande des structures APA. Hein, c'est-à-dire qu'elles doivent déposer un fichier ou un formulaire auprès de la Dragesse pour pouvoir être homologué ou voilà, validé, hein, et donc de figurer sur cet annuaire. Donc cet annuaire, il n'est pas forcément exhaustif hein, sur la Drageste, mais il est quand même de façon assez conséquente. Et comme je vous le disais, il y a un onglet avec les thématiques. Et donc, on a sélectionné celles qui étaient référencées et qui s'étaient en tout cas référencées ou identifiées sur la thématique cancer. J'espère avoir répondu à la question posée. On peut continuer? Oui. Donc, sur la typologie des répondants, bah, comme vous voyez, hein, ce que je disais tout à l'heure, hein, on a un taux de réponse quand même assez bon, très bon même, hein, puisque sur les 880 structures qui ont été interrogées, il y en a 436 qui ont répondu, donc ça fait un taux de réponse de 49,5%. Vous avez le détail hein, sur les établissements sanitaires, quels qu'ils soient, 66,4%. On a pratiquement tous les établissements autorisés au traitement du cancer qui ont répondu, sauf 2. Sur les établissements associés, pareil, ils ont quasiment tous répondu, sauf 2. Alors forcément, comme ils sont beaucoup moins nombreux, on a un pourcentage qui apparaît moins bon que pour les établissements autorisés, hein, les 3,3%, mais en fait, voilà. Et puis, les établissements de SMR, ils sont à 50% hein, d'avoir un taux de réponse. On peut imaginer, mais voilà, mais que les établissements SMR qui ont répondu sont ceux qui, de façon privilégiée, proposent des soins oncologiques de support et que ceux qui n'ont pas répondu sont ceux qui n'en proposent pas. Et ça, ce sera encore à vérifier. Les associations ont répondu à 52%, hein, ce qui est quand même un très bon taux de réponse. Les structures APA à 40%. Peut-être le référencement justement sur le site de la DRECHES ou sur la thématique cancer n'est pas tout à fait forcément exact. Après aussi, ce qu'on sait par nos collègues référents nutrition et sport, c'est que souvent les structures APA accueillent un public de personnes avec des pathologies variées, donc ils ne savent pas forcément si c'est des patients qui ont des problématiques de pathologie de diabète ou s'ils ont un cancer. Donc c'est compliqué aussi pour eux de répondre à ce type de questionnaire. Et puis voilà, un satisfait site pour les TAPAP qui ont répondu à 100%. Alors, ce que je voudrais quand même indiquer, c'est que dans ces taux de réponse, il y a des structures qui ont répondu et qui ont indiqué qu'elles ne proposaient pas de soins oncologiques de support. Donc, notre analyse, elle ne porte pas sur 436 répondants. On vous le dira dans la suite. Est-ce qu'il y a
Et Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. pas d'autres questions, donc on va continuer donc, par l'analyse régionale, hein, donc de rentrer dans le fond du sujet. Donc voilà, donc cette analyse régionale, comme je viens de vous l'indiquer, en fait, elle porte sur 387 structures et non pas 436. Hein. Donc 387 structures qui ont répondu et qui proposent des soins oncologiques de support, donc soit 124 établissements sanitaires, 44 associations, 208 structures APA et les 11 DAPA. Donc là, vous avez dans le tableau hein, qui est présenté sur cette diapositive la répartition de l'offre en soins oncologiques de support proposée par type de structure. Donc, comme vous pouvez le constater, eh bien, de façon quand même très prédominante, ce sont les établissements de santé qui proposent le socle de base. Hein. Donc, c'est les quatre premières lignes, même si voilà, il y a un tiret qui apparaît pas entre la prise en charge psychologique et la prise en charge sociale, familiale et professionnelle. Hein. Vous voyez quand même qu'on est sur des minimum voilà, 85% des structures, voire jusqu'à 100% hein, qui proposent le socle de base. Et concernant donc la prise en charge de la douleur, donc vous voyez que les établissements autorisés au traitement du cancer, 85% d'entre eux proposent la prise en charge de la douleur. Alors, ça nous a interrogés hein, quand même ces 85% parce que c'est quand même un soin oncologique de support déterminant, surtout quand on est autorisé au traitement du cancer. Maintenant, voilà, il y a un bémol parce que la prise en charge de la douleur, elle peut être réalisée par différents services et plusieurs services. Et donc, la personne qui a répondu n'a peut-être pas forcément répondu de façon exhaustive ou complète. Et que donc, c'est bien l'analyse complémentaire hein, avec nos délégations départementales qui pourra éclaircir cela. Et d'ailleurs, dans les rapports régionaux, on a le détail de ceux qui ne proposent pas hein, de la douleur et qui envisagent de le faire d'ailleurs. Et 5% des associations prennent en charge la douleur, donc c'est bien une question établissement de santé hein, de façon privilégiée. Voilà, donc par contre, quand on regarde les soins oncologiques de support proposés par les structures hors établissement sanitaire, eh bien on voit que c'est l'activité physique hein, qui prédomine, donc c'est la ligne verte là. À 98%, ce sont à 75% des associations et à 100%, les structures APA et DAPA, voilà, nécessairement, c'est leur mission. Et comme vous pouvez constater, eh bien, pour les associations, c'est le premier soin oncologique de support hein, qui est proposé par les structures parce que voilà, on a un 33 sur 44 associations qui ont répondu proposer ce soin oncologique de support, donc à hauteur de 75%. Et sur les établissements de santé et associés, on est à 56%. Hein, donc voilà, donc là, par contre, sur les établissements autorisés au traitement du cancer, on a 60%, sur les associés, 63%, ça fait 56% pour voilà, autorisés et associés. Voilà, donc compte tenu de l'impact hein, de l'activité physique sur la qualité de vie, la prévention de la récidive, la prévention de la rechute, voilà, sur l'effet d'impact aussi sur la fatigue, voilà, c'est peut-être un soin oncologique de support qui mériterait d'être développé. Voilà. Je voudrais aussi faire un petit focus concernant la préservation de la fertilité et la prise en soin des troubles de la sexualité. Vous voyez que on a des taux de réponse, c'est pas des taux de réponse, mais c'est un soin oncologique de support proposé à un moindre degré. Sur la préservation de la fertilité, on sait que c'est un façon privilégié par les établissements autorisés au traitement du cancer et que c'est plutôt l'apanage d'un certain nombre de quelques établissements autorisés hein, qui disposent notamment de toute une plateforme voilà, pour la préservation
la fertilité et qui ne sont pas très nombreux, hein. Voilà, et sur la prise en soin des troubles de la sexualité, c'est un peu plus équilibré entre les établissements autorisés et les associations. Et il y a quand même voilà, 11% d'associations. Mais après, c'est peut-être aussi, on s'est dit, lié à la possibilité de disposer des professionnels compétents en la matière, hein. Mais quoi qu'il en soit, sur la prise en soin des troubles de la sexualité, c'est quand même une offre qui est peu proposée dans notre région. Ça pourrait être d'ailleurs intéressant de savoir si dans d'autres régions, euh, c'est le même cas. Et puis enfin, sur les soins le soin oncologique de support, le dernier, là, sur les soins socio-esthétiques, eh bien, on voit que même s'il ne fait pas partie du panier de soins un cas, eh bien, c'est un soin qui a toute sa place dans la prise en charge, hein, et donc à 71% par les établissements autorisés au traitement du cancer, et puis 45% des associations. Donc, je propose de poursuivre par la répartition de l'offre proposée par département. Là, par contre, c'est une lecture départementale et par soins oncologiques de support. Donc, on les a repris dans le même ordre et je vais laisser ma collègue vous expliquer comment a été constitué ce graphique pour que ce soit clair pour tout le monde en termes d'analyse. Donc, en fait, pour chaque sauce, parce que dans le questionnaire était construit de la manière suivante, hein, chaque établissement répondait pour chaque sauce, donc une question pour les 10 sauces. Donc, on a pris le nombre de structures qui proposaient le sauce. Donc, si on prend la douleur, on a demandé donc, à chaque département le nombre de structures proposées ce sauce. Et on a divisé par le total du sauce au niveau régional. Donc, si on prend un exemple, dans l'Ain, il y a 6 structures qui proposent la prise en charge de la douleur. Au niveau régional, il y a 113 structures. Donc, ça vous donne un pourcentage de 5% des structures de la région qui dans l'Ain, proposent la prise en charge de la douleur. Voilà, donc quand vous regardez le gradient de couleur, hein, qui est fonction de chaque département, une couleur par département, ben, vous voyez quand même qu'il y a une grande disparité du type d'offres proposées dans chacun des départements. D'ailleurs, elle est parfois absente, hein, dans cette offre dans certains départements. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, cette disparité, on pourrait se dire qu'elle est cohérente compte tenu de la population dans chaque département. Et donc, nécessairement, par répercussion du nombre de patients, on voit bien la couleur gris clair du Rhône, hein, où on a entre 14 et 21% voilà, pour le Rhône qui concentre l'offre en soins oncologiques de support proposés. Mais cette analyse, elle est pas tout à fait bonne, puisque là, on parle en termes d'offres, donc de nombre de structures, chaque structure pouvant accueillir un nombre varié de patients, hein, entre deux établissements, même deux établissements de SMR. Il y en a un qui va prendre une file active de 20 patients, l'autre, il peut avoir une file active de 120 patients. Donc, on ne peut pas réagir en nombre de structures. Si on n'a pas le nombre de patients derrière, c'est un peu compliqué, mais voilà, on a fait au moins cette analyse-là. Donc, concernant le socle de base, hein, donc c'est les 4 colonnes de gauche, ben voilà, c'est ce que je disais, c'est quand même le Rhône qui se démarque, hein, qui est prépondérant. Et elle est particulièrement faible pour la Savoie, la Haute-Loire et le Cantal, puisqu'on est entre 3 et 5%. Pour l'activité physique, c'est la 5e colonne, hein, à partir de gauche, et bien toujours, hein, de façon privilégiée dans le Rhône, mais aussi la Loire, l'Isère et la Drôme. Et elle est particulièrement faible dans la Haute-Loire, l'Allier, le Cantal et la Haute-Savoie, hein, de 2 à 4%. Donc voilà, ce seraient des points un peu à creuser. Concernant l'offre pour la préservation de la fertilité, donc c'est la 3e à partir de la droite. Eh bien, comme vous pouvez le voir, on n'a que 7 départements sur 12, hein, qui proposent ce soin oncologique de support, qui n'est pas présent dans la Drôme, la Cantal, l'Ardèche, l'Allier et l'Ain. Donc, on n'a pas de structure, hein, qui propose ce soin oncologique de support. Et vous pouvez voir que pour le Puy-de-Dôme, eh bien,
un quart de l'offre, représente un quart de l'offre, hein, 25%. Et puis sur les troubles de la sexualité, eh bien, il n'y a pas d'offre dans le Cantal et l'Ain. Par contre, elle est particulièrement importante en Haute-Savoie, puisqu'elle est à 18%, donc c'est l'avant-dernière colonne à droite. Voilà. Il y a une main levée. On privilégie normalement les questions, vu le nombre, en fait, les questions via le chat, par écrit. Ah. Après, si elle est rapide, vous pouvez la poser rapidement, en fait, maintenant qu'on a pris. Et si vous pouvez vous présenter, du coup, aussi en même temps, du coup, on vous écoute. Oui, pardon. Je l'ai levé au début, mais vous avez dit l'essentiel, c'est que c'est vrai que rapporter au nombre de structures, si on ne stratifie pas à la fois sur la taille de la population, à la fois sur l'épidémiologie, enfin du cancer, parce que dans une population, il y a des endroits où ils sont jeunes, en Isère, enfin autour de Grenoble, c'est plus jeune que dans d'autres endroits où c'est plus âgé. Donc en fait, si on ne rapporte pas aux besoins, c'est compliqué de tirer des conclusions. Et puis là, les dernières colonnes, vous avez parlé de préservation de la fertilité, j'ai bien entendu, parce que je n'arrive pas à lire, c'est trop petit sur les diapos. Ah oui. Je voulais savoir ce que vous entendiez, parce que par préservation de la fertilité, pour moi, c'est les sécos. Donc, par exemple, nous, sur l'Arc alpin, c'est le CHU de Grenoble, le sécos de Grenoble, qui est une référence. On ne peut pas avoir des sécos dans tous les départements. Non. Donc, en fait, il y a des niveaux d'expertise à la fois, il y a des niveaux d'expertise, il y a des besoins, il y a des filières qui sont organisées. Donc, on ne peut pas non plus s'étonner que ça, ce n'est pas un problème. L'accès des patients doit être équitable, mais la répartition des structures, elle n'est pas forcément, et ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il y a un moment aussi, l'expertise, elle est importante. Enfin, voilà. C'est intéressant, c'est une première photographie, mais je pense qu'on doit quand même aller un petit peu plus loin avant de tirer des conclusions. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, effectivement, oui, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, la prise en charge de la préservation de la fertilité, c'est effectivement dédié à des établissements autorisés du traitement du cancer et certains établissements qui, effectivement, ont la spécialisation et les compétences et la plateforme nécessaire. Donc, effectivement, c'est bien effectivement derrière les sécos. Mais on verra à la fin de notre projection. Alors, on ne l'a pas mis d'ailleurs la carte, hein, mais on a mis des cartes, on a fait des cartographies sur les temps d'accès. Vous pourrez en prendre connaissance dans le rapport régional. On n'a pas forcément mis celle sur la préservation de la fertilité, mais vous verrez que on a quand même plusieurs zones où on est à plus d'une heure en termes d'accès. Donc, c'est une question. Il y a après cette problématique de l'accessibilité quand même à ce soin oncologique de support, mais on a mis la carte sur celle de la prise en soin des troubles de la sexualité. On pourra en discuter tout à l'heure. D'accord, mais est-ce que le temps, il est lié à la résidence des patients ou il est lié à la distance au centre de soins autorisés où ils vont être pris en charge parce que ils se déplacent pour leurs soins et ils vont être dans le même centre pour les soins oncologiques. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ben on en parlera. On en parlera si vous voulez bien quand on sera sur les cartographies. Ça sera voilà, plus explicite. Hein, voilà. Et effectivement, il y a la question, effectivement, voilà, derrière l'accès géographique, effectivement, on peut pallier parfois ces questions par l'accès rapide aux téléconsultations. On en est tout à fait d'accord et c'est peut-être des éléments de réflexion qu'il faut qu'on ait. Et juste répondre à la question sur les APA. Donc, merci pour l'analyse sur l'importance de l'APA dans l'accompagnement. Aujourd'hui, néanmoins, elle est très peu financée. 45 € pour un bilan dans le cadre du parcours de soins global, quand un bilan en moyenne coûte 60 €. Est-il envisagé de prévoir des financements supplémentaires dans le cadre des plans à venir? Oui, alors très bonne question par rapport voilà, au parcours après cancer, hein, donc on appelle parcours de soins globaux après traitement
d'un cancer, qui est un dispositif qui a été mis voilà, dans chaque région. On sait que c'est un dispositif qui a un peu de mal à prendre son envol pour différentes raisons, et entre autres, effectivement, le fait que le forfait ne soit pas forcément suffisamment rémunéré, hein, c'est le cas aussi pour les consultations de psycho, et qu'en plus, pour l'APA, là, par contre, il y a que le bilan et il n'y a pas les séances qui sont remboursées. Donc, on a pour nombre d'ARS remonter vos remarques, hein. Je pense que c'est aussi passé par les sociétés françaises de psycho, etc. À ce stade, on savait que l'INCa avait mené une réflexion, hein, sur un assouplissement, je dirais, par rapport à une évolution, un assouplissement par rapport à ces parcours après cancer. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils en sont. Maintenant, ils sont en train de faire le bilan de leur feuille de route 2021-2025, un national sur la stratégie décennale de lutte contre les cancers. Ils vont produire une future feuille de route nationale 2026-2030. Est-ce qu'il y aura des éléments sur ces parcours après cancer et par rapport à ces questions-là? On sait en tout cas que pour l'INCa, les soins oncologiques de support est une priorité, puisqu'ils ont notamment un impact très fort sur la qualité de vie, et que c'est entre autres l'axe 2, hein, de la stratégie décennale. Donc voilà, je ne peux pas vous apporter plus d'éléments de réponse à ce stade. Il y a l'intérêt de développer les SOS dans les plutôt de proximité, même s'ils ne sont pas autorisés dans les traitements oncologiques. Tout à fait. D'ailleurs, voilà, on a bien ciblé aussi, hein, les établissements SMR qui interviennent, hein, voilà, de mémoire pendant le cancer, hein, pendant et après le cancer, hein, de façon privilégiée. Et puis également les établissements associés qui peuvent effectivement aussi proposer des soins oncologiques de support pour favoriser l'accessibilité, effectivement. Et la question, c'est en pratique, comment le patient se fait-il rembourser le bilan? Donc, je pense qu'on parle du bilan d'APA, qu'on a évoqué dans les parcours après cancer. En fait, il faut s'inscrire dans le dispositif et donc avoir une prescription et être passé par une structure qui porte le dispositif en région. Et c'est sur des patients qui ont fini le traitement, donc et jusqu'à 1 an après la fin des traitements, ils peuvent en bénéficier. Ils peuvent aller soit sur le site internet où il y a une plaquette avec toutes les structures qui portent le dispositif en région, ou souvent vers les ligues contre le cancer qui également ont répertorié ces structures. Oui, alors il y a une question. Oui, alors de toute façon, oui, alors effectivement, il y a la plateforme ressources du DSRC Oncora, hein, qui constitue effectivement un annuaire important. Et d'ailleurs, voilà, on va faire en sorte aussi qu'à travers cet état des lieux, ça puisse aussi abonder cette plateforme. Mais au niveau des établissements sanitaires, au niveau de l'ARS, on a la liste, hein, exhaustive des établissements autorisés, des établissements associés, des établissements de SMR et de toute façon de tous les établissements santé. Donc, en fait, on s'est appuyé sur nos listings propres au sein de l'agence. Je vous propose qu'on continue. Donc, on posait la question aux structures sur l'offre en soins oncologiques de support qu'ils envisageaient. Alors, il n'y avait pas forcément, est-ce que c'est à court, moyen ou long terme? On demandait, voilà, qu'est-ce qu'ils envisageaient de développer pour voir si, par rapport à ce qui est proposé, il y avait une cohérence ou c'était un peu complémentaire. Donc là, vous voyez que vous avez un diagramme sur l'offre de soins oncologiques de support envisagée par type de structure. Donc, excepté la prise en charge de douleur, qui est la ligne du bas, hein, c'est essentiellement quand même le socle de soins complémentaires, hein, qui est proposé par les structures. Alors, pour la prise en charge de la douleur, on a 3 établissements autorisés et un établissement de SMR, hein, qui propose de développer, et puis 2 associations, hein, vous le voyez bien.
Et puis, de façon prédominante, vous voyez que dans les soins qui sont proposés, eh bien, on retrouve l'activité physique, les soins de socio-esthétique, bon, ça c'est hors panier, la prise en soin des troubles de la sexualité, mais aussi le soutien psychologique des proches et aidants. Alors, quand on regarde de la même manière cette offre envisagée par soins oncologiques de support et par département. Oui, le calcul a été le même que pour l'offre proposée. Donc, vous retrouvez le gradient de couleur qu'on avait utilisé précédemment pour l'offre en soins oncologiques de support proposée. Là, de la même manière, vous voyez quand même qu'on a une grande disparité entre les départements sur le type d'offre dans soins oncologiques de support envisagé. Donc, par exemple, concernant la prise en charge de la douleur, on voit qu'elle se répartit entre 4 départements. Donc, effectivement, c'est la colonne de gauche, le Rhône, la Loire, la Haute-Savoie et l'Isère. Si on regarde la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e, sur le soutien psychologique des proches et aidants et des patients, des personnes atteintes de cancer, et bien là, on voit qu'il y a 8 départements sur 12 pour lesquels il y a une offre qui est envisagée, donc pas dans l'Ain, ni le Cantal, ni la Drôme et la Savoie. Donc, est-ce que c'est parce que dans ces 4 départements-là, l'offre est couverte et qu'il n'y a pas de besoin? C'est un peu, difficile d'en tirer non plus trop de conclusions. Et puis, si on regarde la dernière colonne sur les soins socio-esthétiques, même si effectivement ils ne font pas partie du panier de soins, c'est quand même le soin oncologique de support pour lequel il y a une offre envisagée la plus importante dans les départements, puisque 9 sur 12. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, donc là on vous l'a pas mis parce qu'on ne peut pas tout vous mettre, donc vous le verrez dans le rapport régional, c'est que ce s'agit des établissements sanitaires ou des associations, eh bien, en fait, ils proposent tous les deux, ces deux types de structures, les 4 mêmes soins oncologiques de support de façon prédominante, alors dans des proportions différentes, mais ce qui prédomine, c'est quand même l'activité physique, le soutien psychologique aux proches et aidants, la prise en soin des troubles de la sexualité et les soins socio-esthétiques. Donc là, il y a bien une cohérence, en tout cas, entre établissements sanitaires et associations. Donc, c'est bien ces 4 soins oncologiques de support qui ressortent de façon privilégiée. Peut-être faire une petite pause. Des questions sur des échanges ou des commentaires pour qu'on puisse les partager. À chaque fois sur les listings, sur les réponses, si vous êtes bien référencé, on vous fera des réponses par mail en aparté après avoir vérifié. Et la seule autre question par rapport à tout à l'heure, c'était Madame Macron, Commission Escrime Santé Bien-être, Ligue régionale d'escrime ARA, qui pose la question: quelle position de la prescription sport sur ordonnance? Alors, ça, c'est pas de notre sort. En fait, nous, on s'occupe de la cancéro et des soins palliatifs. Donc, je vous propose on va se rapprocher de nos collègues qui travaillent sur ces sujets, notamment la direction de la santé publique. Voilà, Aurélie Rouraquin. Et donc, on vous apportera des éléments de réponse, on note bien. Et de toute façon, voilà, le chat, on va le garder en mémoire. Et donc, on vous répondra, mais ce n'est pas dans notre domaine d'intervention. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Voilà, alors on arrive dans le cœur du sujet, si je puis dire aussi. C'est sur le nombre de patients qui sont pris en charge en soins oncologiques de support. On posait la question sur le nombre de patients en 2023. Voilà, alors, eh bien, on vous a fait figurer en pourcentage les structures qui n'ont pas pu répondre à la question ou qui ont réindiqué ne prendre en charge aucun patient
parce qu'ils peuvent proposer une offre, mais ne pas accueillir de patients, ce qui est un peu dommage quand on sait les besoins que les patients peuvent avoir en termes de qualité de vie, en soins oncologiques de support. On a quand même 42% des établissements de santé, 25% des associations, 46% des structures APA et 18% des DAPAP. Voilà. Et donc, pour ceux qui ont déclaré un nombre de patients pris en charge, eh bien, il ressort qu'il y a plus de 106 000 patients qui ont été pris en charge en 2023 par les établissements de santé et plus de 16 000 par les associations, hors APA. Et donc, on voit bien qu'il y a une forte prédominance de la prise en charge en soins oncologiques de support par les établissements de santé. Alors, quand je dis établissements de santé, c'est toujours les établissements autorisés, associés et les établissements SMR, avec quand même une variabilité du taux de réponse sur la prise en charge selon les départements, qui va de 41% en Ardèche jusqu'à 100% en Haute-Loire. Alors, 100% en Haute-Loire, ils sont très peu nombreux, donc forcément, ils atteignent plus facilement les 100%, mais vous voyez bien que on a un taux de réponse qui est très variable d'un département à l'autre et avec un taux de réponse aussi très variable selon les structures et au sein même des structures elles-mêmes. Donc, vous avez dans la diapositive suivante un tableau qui vous indique par structure et par département ce qui a été déclaré par les établissements en termes de prise en charge. On s'est permis de mettre 2 colonnes à droite violettes, qui sont des données SNDS, du système national de données de santé, et puis du PMSI. Donc, le nombre de personnes domiciliées en Auvergne-Rhône-Alpes qui ont eu un cancer en 2022, puisqu'on ne dispose pas des données plus récentes, donc vous avez voilà. Et puis, on n'a pas les données de 2023. Donc, c'est sûr que du coup, là, on a vu 2022-2023, bon, pas tout à fait. Et puis, on vous a indiqué aussi les données de PMSI sur le nombre de personnes domiciliées en Auvergne-Rhône-Alpes et qui ont été hospitalisées pour un cancer en 2022 et 2023. Alors, vous voyez d'ailleurs sur ces 2 dernières colonnes, il y a à peu près des chiffres à peu de choses près en termes de prise en charge, le nombre de personnes prises en charge, qui est à peu près similaire. Par contre, quand on regarde la dernière colonne grisée et blanche, c'est le total des patients qui ont été déclarés et pris en charge par les structures qui ont répondu à notre questionnaire et qui proposent des soins oncologiques de support en 2023. Eh bien, on a un nombre de patients qui soit très inférieur, soit égal, soit supérieur à nos données SNDS et PMSI, sans forcément qu'on puisse bien se l'expliquer, en sachant en plus qu'il y a quand même beaucoup de structures qui n'ont pas répondu. Voilà. Donc, nécessairement, c'est une sous-estimation que nous avons, et que par ailleurs, un patient a pu être pris en charge par un établissement et aussi par une association, et donc a pu être compté 2 fois dans cette colonne des totales des patients pris en charge en 2023. Voilà, donc c'est ce qui nous a amené à mettre un bémol sur cet état des lieux qui est donc qualitatif, mais on n'a pas pu, par le manque de données des structures qui ont répondu, aller plus loin dans notre analyse, qui pose un vrai problème de la traçabilité de ces soins oncologiques de support, et des files actives et de la prise en charge des patients, et qui ne nous a pas permis finalement, comme on aurait voulu le faire, de mettre en face la prévalence ou l'incidence et de voir si on avait eu un nombre fiable de patients pris en charge et déclarés, on aurait pu en le mettre en vis-à-vis avec l'incidence et la prévalence, qui nous aurait permis de voir si effectivement les besoins n'ont pas été couverts. Et donc, c'est un peu la limite de l'enquête. Et c'est pour ça qu'on propose que nos délégations départementales, dans le cadre de la déclinaison départementale de la stratégie cancer, qui ont un comité de pilotage annuel et puis des groupes de travail, puissent approfondir cet état des lieux avec les acteurs de territoire. Vous connaissez quand même bien vos territoires, vous
savez aussi identifier les besoins et qu'on puisse avancer. Puis on a aussi quand même une problématique réelle d'avancer quand même sur cette question de la traçabilité des soins oncologiques de support, notamment dans les établissements de santé. Juste, pardon, une petite question. Il peut y avoir des doublons dans les différentes colonnes, c'est pas chaîné. On est d'accord? Oui, bah oui, parce qu'en fait, chaque structure a répondu indépendamment. Donc, forcément, un établissement de SMR est dans les 130, voilà, dans l'Ain, il peut y avoir un patient qui a aussi bénéficié d'un soin en association et il fait partie aussi des 264. Donc, il a pu être compté 2 fois. C'est pour ça que j'ai indiqué que dans les 2624, là, sur le total des patients pris en charge en 2023, effectivement, un patient a pu être compté plusieurs fois. Voilà, donc à la limite, c'est surestimé là, mais il est aussi sous-estimé dans le sens où dans l'un, le taux de réponse, il est de 57%. Donc on a quand même 43% des structures qui n'ont pas répondu et qui prennent certainement en charge des patients, mais qui n'ont pas su, voilà, qui ne suivent pas forcément. C'est un axe d'amélioration qu'il faut qu'on arrive à accompagner. C'est surtout qu'on sait que c'est pas linéaire le besoin de soins de support, comment dire. En fait, c'est pas chaque patient a besoin de temps. Il y en a Ah qui ont oui, besoin de très peu, et puis il y en a qui ont besoin de beaucoup. Donc c'est vrai que qualitativement, ça ne dit pas si on répond aux besoins ou pas. Si ça se trouve, il y a 50%, je dis n'importe quoi, mais 30 ou 40% qui n'en ont pas besoin, ou à qui on propose et qui n'en veulent pas, parce que c'est pas tout de les proposer les soins de support. Il faut aussi que les gens s'en saisissent. Et là, on sait tout le côté humain et social, c'est comme dans le dépistage. C'est pas parce que vous mettez aussi les moyens que les gens, souvent ceux qui se saisissent de beaucoup de choses, ceux qui ont besoin se saisissent de rien malgré les besoins, malgré tout. C'est très très compliqué. Absolument, effectivement. Heureusement, d'ailleurs, tous les patients n'ont pas besoin des 10 soins oncologiques de support. C'est rassurant. Certains n'en ont pas besoin, certains en ont besoin effectivement beaucoup. On sait que, quand même, de façon privilégiée, c'est surtout les femmes qui. Et ça ne veut pas dire que les hommes n'en ont pas besoin, mais parfois, ils en ont peut-être besoin, mais ils ne veulent pas y requérir. Mais on sait quand même par la Ligue contre le cancer, à travers son observatoire, voilà, on lit tous voilà, les enquêtes qui peuvent être menées, qu'il y a tous les patients ne bénéficient pas des soins oncologiques de support dont ils ont besoin. Voilà, et que donc il y a une vraie problématique. Et c'est aussi pour ça que l'INCa a inscrit dans sa stratégie décennale et que nous on l'a repris sur cette question-là, la problématique de la qualité de vie et d'y avoir accès. Voilà. Donc effectivement, j'ai vu qu'il y avait un commentaire sur le lien ville-hôpital. Effectivement, il est déterminant. On le sait, il est d'autant plus déterminant qu'on a de plus en plus de patients qui sortent de l'hôpital, qu'on a un vrai virage ambulatoire et qu'il y a de plus en plus de prise en charge en ville et que la période après-cancer, elle est réelle. Et donc, effectivement, quand on a eu des soins oncologiques de support avant ou plutôt pendant les traitements, eh bien, on peut en avoir encore besoin après le cancer et que cela, effectivement, le lien ville-hôpital est important, mais je pense que le dispositif de fin de traitement qui va être mis en place par l'INCa, on attend le référentiel à travers notamment le PPAC, le programme personnalisé après cancer, devrait être un outil de lien ville-hôpital et permettre effectivement que le patient puisse bénéficier en fin de traitement d'une évaluation de ses besoins en soins oncologie de support et que ce soit relayé et pris en charge en ville, notamment par le médecin traitant qui doit avoir ce PPAC et assurer la continuité, je dirais, des soins. Il y a un commentaire. Il serait intéressant de savoir si l'offre déclarée par les établissements de santé est financée par l'établissement lui-même ou des associations. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas tracé, mais déjà, on a eu peu de données, en fait, sur les... Et on a conscience que c'est important. Et il y a un autre commentaire qui est en réponse à celui-ci, qui est: je suis d'accord que nous avions commencé à proposer de la socio-esthétique sur budget propre de l'établissement et nous avons dû arrêter à contre-corps.
Alors effectivement, hein, au niveau des établissements autorisés au traitement du cancer, il y a la fameuse MIG AQTC, Action Qualité Transversale en cancérologie, qui finance 3 volets: la participation des médecins salariés au RCP, le dispositif d'annonce et puis les soins oncologiques de support. Voilà, alors c'est un peu une enveloppe pour laquelle on a des difficultés de visibilité, de lisibilité de son utilisation voilà, par les établissements. Elle est quand même gelée aussi depuis de très nombreuses années et que, eh bien, effectivement, il y a des financements qui sont dédiés, mais est-ce qu'ils sont suffisants, pas suffisants? Voilà. Mais bon, en fait, au niveau du ministère, il est peut-être question de revoir cette, cette enveloppe à QTC. L'AMIC comprend aussi les temps d'accompagnement soignant, TAS. Non. L'AMIC AQTC que tu viens de citer, Bah, elle finance oui, la QTC, donc c'est pas une MIG d'ailleurs, hein, c'était une MIG au départ, maintenant c'est un FIR, c'est un fonds d'intervention régional, mais effectivement la MIG AQTC finance, donc comme je vous le disais, le volet dispositif d'annonce. Alors c'est plutôt d'ailleurs c'est financé plutôt des infirmières d'annonce. Alors maintenant c'est plutôt des IDEC, les infirmières d'annonce, mais oui, ça finance effectivement le temps d'accompagnement soignant. Voilà, après, effectivement, si vous avez des chiffres, vous avez des données, transmettez-les nous, y compris à nos délégations départementales, hein, c'est important. On pourra difficilement forcément les inclure, voilà, parce que là, on avance, on a déjà fait toutes les analyses, donc on est en train d'écrire les rapports, les finaliser, mais dans les échanges que vous aurez à l'échelle territoriale, ça sera important de les avoir, ça permettra d'objectiver et d'avancer voilà, avec chacun de vous. On avance, oui. Est-ce que leur tour? Alors, même si, vous l'avez bien compris, hein, le nombre de patients pris en charge en 2023 ne repose pas sur des données fiables, et vous avez compris pourquoi, on a quand même souhaité vous présenter ce graphique, on va l'inclure dans le rapport régional. Donc, vous avez la répartition du pourcentage du nombre de patients pris en charge par type de structure et par département. Voilà, donc vous voyez quand même que ça confirme hein, que c'est les établissements autorisés associés qui proposent de façon très prédominante l'offre en soins oncologiques de support et de façon cohérente, c'est quand même eux qui prennent en charge le plus de patients. Hein. Même si effectivement les établissements SMR ont toute leur place hein, et on voit que dans certains départements comme la Haute-Savoie et le Cantal, leur rôle est loin d'être négligeable. Les associations, c'est pareil. Hein, quand on regarde dans le Rhône, 23%, c'est conséquent. Ou dans l'Ardèche, hein, 25%. Donc, c'est peut-être aussi lié au dynamisme des structures. Voilà, je pense que là, on ne peut pas en dire beaucoup plus là-dessus. Alors, sur le profil des bénéficiaires en soins oncologiques de support, on vous présente la répartition du profil des bénéficiaires par type de structure et on va aussi vous expliquer comment ça a été calculé pour que tout le monde comprenne bien les diagrammes. Donc, en fait, pour chaque tranche d'âge, on a additionné le nombre de structures qui ont répondu par le nombre cumulé des réponses. Donc, pour les quatre tranches d'âge, je vais y arriver. Donc, si on prend un exemple, 12 départements autorisés et associés ont répondu prendre en charge des enfants de moins de 14 ans sur un total de 189 réponses, qui vous donne un pourcentage de 6%. Voilà, donc sur cette base, eh bien, comme vous pouvez le voir, hein, c'est les deux diagrammes de gauche, eh bien, 80% des bénéficiaires en soins oncologiques de support en établissement autorisé et associés sont des adultes, 91% en établissement SMR, donc voilà, ce sont eux qui...
Et en proportion, finalement, les associations et les structures APA et d'APAP accueillent finalement davantage d'adolescents et de jeunes adultes et d'enfants, puisque finalement, c'est un peu surprenant, mais cumulé, les associations et structures APA et d'APAP prennent en charge 29%, dans 29% des bénéficiaires sont des enfants et des adolescents et jeunes adultes pour être plus précis. Voilà, alors il y a peut-être des... On fait une pause ou... La question, en fait, les patients éloignés des centres ne profitent pas toujours des soins de support proposés du fait de temps de trajet non négligeables. Oui, on le verra effectivement sur les cartographies. On en a mis 2, une cartographie sur 10, mais voilà, elles sont assez révélatrices. Et sur la question dessus, Edwige. J'étais en train de répondre justement que le montant FIR, en fait, on évoquait qui étaient les dotations AQTC que tu as présentées. En fait, sont basées sur une modélisation nationale, donc on n'a pas la main dessus, et qui en plus, un groupe de travail va travailler justement sur une nouvelle modélisation. Certainement. Voilà, il y a des travaux en fait qui vont se lancer, donc on aura peut-être plus de visibilité l'année prochaine. Alors, sur le moment de la prise en charge en soins oncologiques de support, eh bien, comme vous pouvez le constater, quel que soit le type de structure, donc voilà, les 4, eh bien, ils prennent en charge des patients pour des soins oncologiques de support aux 3 grandes périodes, avant, pendant et après. Mais je te laisse expliquer peut-être, oui, comment ça a été calculé, excuse-moi. En fait, non, il n'y a pas de souci. C'est toujours un peu technique, ces calculs de pourcentage. Donc, en fait, on a pris par type de structure le cumul des réponses pour la totalité des SOS et pour chaque moment, divisé par le nombre total des réponses pour les 3 moments. Alors, je vais prendre un exemple parce que sinon, ce n'est pas forcément compréhensible. On a eu 334 réponses avant pour les établissements autorisés associés sur un total de 1270 réponses, ce qui nous fait 26% des SOS qui sont proposés avant par les établissements autorisés associés. Voilà, donc sur cette base... Pardon, mais avant quoi? Avant quoi? Avant traitement. Avant le diagnostic, avant le traitement systémique, avant quoi? On a mis avant traitement, pendant le traitement, après traitement dans le questionnaire. Donc avant le traitement, c'est avant le... Ouais, il y a le diagnostic, mais c'est avant le premier soin. Mais après, effectivement, chacun y met peut-être des choses différentes. Mais voilà, on a repris la dénomination classique avant, pendant, après, quoi. Mais ça peut être après, parce qu'il y en a qui vont voir, parce que c'est rarement avant la chirurgie. Certains vont dire avant la chimio, avant. Voilà, c'était juste pour homogénéiser que représentait le avant. En tout cas, c'est pas avant le diagnostic, on est d'accord déjà. Non, le diagnostic. Ouais. Et pour avoir travaillé sur la réputation améliorée en chirurgie, il y a quand même des soins qui sont proposés, de support qui sont proposés en amont de la chirurgie, ça existe. Dès l'annonce, en fait. Dès l'annonce, en fait, oui. Pour préparer justement une meilleure récupération. Ouais. Après, c'est parce que les taux sont quand même entre 20 et 20%, donc ça me surprend par rapport à la pratique, en fait. Voilà. J'ai pas le sentiment. Enfin, je ne sais pas quel est le sentiment des autres, mais dans les établissements autorisés, 26% qui ont des soins de support avant, ça m'interpelle. Voilà, c'est le genre de discussion qui est importante à avoir après à l'échelle territoriale, mais c'est bien de nous le dire, effectivement, pour affiner et puis effectivement comprendre peut-être qu'il y a eu des réponses qu'il faudrait effectivement affiner ou bien, voilà. Mais effectivement... Si c'était avant le traitement systémique de type chimio-radio, ça pourrait faire sens. Avant le premier traitement, si c'est la chirurgie, j'avoue, je pense qu'il faut, je ne sais pas s'il y a des oncos dans le coin,
mais Il ça m'a... y a le professeur Gisèle Tchekhov du CLB hein, sur question de service sur les soins oncologie de support et les soins palliatifs, qui dit qu'effectivement, ça lui paraît en effet énorme. Hein. Donc, bon, voilà. Il y a peut-être eu dans la saisie des données une interprétation différente de ce qui était derrière avant le traitement. Et effectivement, du coup, si un jour on refait cette enquête, on verra dans 4 ou 5 ans, si on veut voir comment ça chirurgie, évolue. avant chimio, c'est ça. Voilà, ouais, c'est ça en fait. Ouais. Comme vous disiez, de toute façon, le mérite de ce travail, c'est effectivement de poser, enfin, moi je l'ai pris, comme vous l'avez dit, si je ne me trompe pas, comme une photo à T0. Ça permet en fait d'avoir peut-être d'affiner la méthodologie pour la suite, etc. Donc, ce n'est pas du tout une critique, mais je me permets de dire, ça fait 20 ans que je suis cancéro, je n'ai jamais vu qu'on prenait 20-25% avant la chirurgie, je n'ai jamais vu ça. Et avec une vision régionale. Ouais. Donc, sauf si on considère que le dispositif d'annonce, mais même ça, normalement, on les prend quand même assez rapidement en traitement pour des histoires de perte de chance. Donc. Ah oui, alors la question, c'était pour chacun des soins oncologiques de support, ce soin est proposé avant le traitement, pendant le traitement, après le traitement. Voilà. Sans précision plus effectivement. Mais c'est pas pareil, c'est proposé avant. Ça ne veut pas dire mis en œuvre avant. Ça veut dire que ça a été discuté dans le dispositif d'annonce, par exemple, ou à l'accueil. Oui. Mais bon, effectivement, avant le traitement. Qu'est-ce que le traitement? Voilà, c'est ça. Quelque part, effectivement, ça pose cette question-là de qu'est-ce qu'on met derrière, comment on traduit en fait avant le traitement. Et je pense que selon la personne qui a répondu, ne l'a peut-être pas perçu de la même manière. Ça peut expliquer aussi ces pourcentages. S'il est proposé, oui, effectivement, heureusement, on le propose avant, mais c'est des fois des questions de jour et c'est les infirmières d'annonce qui font ça. Donc là, oui, ou les infirmières de coordination, tout ça. Donc là, oui, ça a du sens d'en parler. On en parle, effectivement. Oui. J'aurais une question chez le docteur Gilles Albrand, voilà, qui est oncogériatre, qui coordonne un UCOG. Vous avez mis les SA, sont finalement plutôt pris en charge. C'est quoi les SA? Ou les PA, les personnes âgées? Non? En structure supérieure, mais également en APA et l'APA. Ouais. Je sais pas. Bon. Après, il y avait juste un commentaire de Mme Rioteur qui précise la préservation de la fertilité est bien en amont. Alors là, on a des réponses parfois assez surprenantes, parce que ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est bizarre. Et Madame Cureau, peut-être, je ne sais pas si vous aviez une précision à apporter sur cet échange. Vous aviez en fait, moi, je voulais juste revenir sur les soins de support qui étaient proposés en avant, en fait. Alors, je ne sais pas si notre établissement a répondu, enfin voilà, les réponses qu'on a données, mais effectivement, nous, avant, l'infirmière fait le temps d'accompagnement soignant avant la chirurgie. Nous, on est principalement axé chirurgie. Après, il peut y avoir aussi de la chimiothérapie, mais enfin, nous, on est principalement axé chirurgie. Et en pré-chirurgie, on propose certains soins de support avant la chirurgie. Mais après, est-ce que ça correspond à 26%? Est-ce que 26% est énorme? Ça, je ne saurais pas me prononcer là-dessus. Mais c'était pour dire que c'était quelque chose que l'on faisait. C'est intéressant de préciser. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ah, les sujets âgés. D'accord. OK. Merci. Voilà, donc, voilà, vous voyez, donc en fait, effectivement, les établissements autorisés associés ainsi que les établissements SMR proposent davantage pendant le traitement, hein, de façon prédominante. Alors, bon, c'est pas très 39%, 36% pour l'après, pour les SMR, voilà.
c'est quand même, voilà. Et puis, les associations, vous voyez que c'est assez équilibré sur le pendant et l'après, et de toute façon un petit peu plus importante sur l'après que les établissements autorisés associés et de SMR. Et idem pour les structures APA et DAPA, c'est relativement cohérent. L'activité physique, bon, elle est importante à tous les moments, mais on voit bien que sur l'après, elle est déterminante. Alors, concernant les intervenants en soins oncologiques de support, donc voilà, dans le rapport régional, vous aurez les 10 camemberts pour chacun des soins oncologiques de support. Là, on vous a présenté un exemple pour la prise en charge de la douleur, hein, à gauche, et puis l'activité physique à droite. Mais je vais laisser ma collègue vous expliquer comment on a constitué ces camemberts. Donc, en fait, pour chaque sauce, on a pris le nombre de structures qui ont déclaré des professionnels. Donc, il y avait les items, hein, médecins, IDE, psychologues, ce que vous voyez, et autres. Donc, autres, là, on a demandé aux structures de nous détailler la typologie de ces professionnels. Donc, ça pouvait être, je sais pas, une coiffeuse, un réflexologue, etc. Donc ça, tous ces professionnels-là, autres, sont détaillés en fait en annexe dans le rapport régional et dans chaque rapport départemental. Donc en fait, je reprends le nombre de structures qui ont déclaré des professionnels divisé par le nombre total de structures hors APA et DAPAP, parce qu'en fait, on n'a pas demandé aux structures APA et DAPAP les professionnels qui intervenaient. On déduit essentiellement des éducateurs sportifs, mais pas forcément. Donc, du coup, on les a pas pris en compte dans ces pourcentages, dans ce mode de calcul. Donc, ces réponses-là ont donné un pourcentage de professionnels. Et ensuite, pour la présentation et pour éviter d'avoir à chaque fois des histogrammes, on l'a fait sous forme de camembert, ce qui fait que ça vous présente une proportion. Donc, si je prends par exemple pour les médecins, donc il y a 60% des structures qui ont déclaré des médecins pour la prise en charge de la douleur. Si on ramène proportionnellement à toutes les réponses, ça vous donne 21% des intervenants. Donc il y a dans les 21% de médecins, de la catégorie médecins, en fait, c'est 60% de médecins qui interviennent au sein des structures. J'ai l'impression que le diaporama n'est plus accessible, n'est plus visible. Vous voyez plus le diaporama? Non, oui. C'est bizarre. Ça a sauté? Oui, mais je crois que parce que je suis déconnectée, j'ai l'impression de Teams. Je vais me reconnecter. Bon, c'est pas grave. Moi, ce que je peux indiquer, c'est que pour la plupart des soins oncologiques de support, c'est quand même de façon prédominante les médecins, les infirmières et les psychologues qui sont les principaux intervenants pour les soins oncologiques de support, hormis pour l'activité physique ou de façon prédominante, c'est les éducateurs sportifs. Pour les soins socio-esthétiques, ce sont les esthéticiennes. Et pour la prise en charge sociale, familiale et professionnelle, ce sont les assistantes sociales. Par contre, il y a effectivement effectivement, il y a des réponses qui sont assez surprenantes, hein. Voilà, on a des professionnels intervenants qui apparaissent pour certaines thématiques de soins oncologiques de support et on ne voit pas bien, on peut se poser des questions effectivement, quel est le lien, hein. Donc effectivement, il y a des intervenants des commentaires dans le chat, effectivement, des assistantes sociales pour la prise en charge de la douleur. On peut se poser des questions. Donc effectivement, voilà, même si la socio-esthétique sur la prise en charge de la douleur, alors voilà, est-ce que la question n'a pas été comprise? Pourtant, c'était quand même assez explicite, je pense. Mais voilà, et puis dans le rapport régional, vous verrez en annexe, on vous a mis en détail tous les soins oncologiques de support, enfin tous les professionnels, hein, qui interviennent, c'est les soins oncologiques de support. Vous verrez, il y en a une liste pléthorique, si je puis dire, hein, très très variée, voilà, qui peut effectivement être un peu interroger, voilà, sur ce qu'il faut avoir une liste
qualitative ou pas. En tout cas, ça montre la très, très grande diversité des intervenants. Je Alors, ne sais pas si je peux me permettre. Oui. Alors, soit on bondit en voyant ces camemberts, pardon, en disant prise en charge, que vient faire une socio-esthéticienne, assistante sociale dans la douleur ou dans une diététicienne, ou peut-être que les gens ont pu comprendre, et là, ça serait plus logique, c'est le signalement. Ça peut être l'orientation, l'assistante sociale dans la prise en charge en activité physique. Évidemment que c'est pas elle qui fait les séances, en tout cas, je l'espère, mais par contre, elle peut orienter, faire financer avec une asso. Donc, en fait, je pense que peut-être que le mot prise en charge n'a pas été bien compris. Mais en tout cas, si c'est une prise en charge, il y a un souci. Mais je ne pense pas que ça soit le cas. Je pense que c'est une histoire de signalement et d'orientation, tout simplement. N'importe qui dans une équipe peut signaler qu'il a repéré un événement douloureux ou que le patient il a exprimé une douleur qui n'a pas été repérée et la transmettre à l'équipe. En tout cas, j'espère que c'est ce que ça signifie. Ouais. Après, il y a une précision, peut-être que si la douleur est prise en charge par une MSP, peut-être une équipe mobile de soins palliatifs, peut-être que... Et c'est le cas, en fait. Ouais. Sur la douleur, on retrouve les équipes mobiles de soins palliatifs. Et là, ça peut être même derrière des Si c'est structures... prise en charge, chez des psychologues. Voilà. Hein. Mais effectivement, c'est peut-être certainement des questions de signalement, d'orientation qui ont été inclus dans les réponses. C'est à creuser aussi, hein, de toute façon, bien entendu. On va passer. Alors, du coup, c'est des choses que moi, j'ai plus de connexion. Alors, il y a une question sur avez-vous un annuaire des professionnels pour communiquer auprès des patients? Comme on le disait tout à l'heure, il y a la plateforme ressources du DSRC au CORA, donc dispositif spécifique régional de cancer, mais je pense qu'ils sont connectés. Et effectivement, donc, si vous tapez sur Internet plateforme ressources au CORA, vous pourrez avoir accès à un annuaire qui peut être, voilà. Donc voilà, vous avez le lien qui vient de vous être envoyé. Alors, sur les modalités de prise en charge en soins oncologiques de support, on peut expliquer? Oui. Donc, en fait, la question avait été posée soit en distanciel, soit en présentiel, soit les deux. Donc, on a retraité, en fait, ces réponses-là parce que sinon, le distanciel, en fait, l'emportait sur le présentiel, ce qui ne me paraissait pas très logique. Donc, on a retraité tout ça pour avoir la prise en charge mixte. Donc, mixte, c'est aussi bien en distanciel qu'en présentiel. Voilà. Donc, on a pris le total des structures qui ont répondu pour chaque modalité d'accueil, divisé par le total régional de chaque type de structure. Donc, si je reprends toujours un exemple, 27 associations ont répondu dispenser des SOS en présentiel sur 44 associations qui ont répondu. Donc, ça représente 61% de l'offre. Voilà, donc comme vous pouvez le lire sur la diapo, l'offre en présentiel, elle est majoritaire pour 93% des établissements de SMR, 61% des associations et 92% des structures APA et d'APAP. L'offre mixte, elle est majoritairement quand même proposée par les établissements de santé autorisés et associés au traitement du cancer. Et l'offre en distanciel, elle est extrêmement minoritaire, hein, et elle n'est proposée exclusivement que par les associations et les structures APA et d'APAP. Alors, sur le lieu de prise en charge en soins oncologiques de support, je peux peut-être commencer. Donc, les lieux de prise en charge, on a cumulé les réponses pour les 10 SOS de chaque type de structure, divisé par le total des réponses. Donc, 514 SOS sont dispensés dans les locaux du site principal des établissements sanitaires sur 576 SOS, ce qui nous donne 89%. On peut y mettre les histogrammes, on va peut-être mieux valer de les présenter parce que peut-être on le fera comme ça, on peut Dans le rapport général, c'est peut-être déjà le cas. Non, je ne crois pas. Non, on verra peut-être si on rectifie.
Ok. Donc, voilà, donc la prise en charge pour les établissements autorisés associés et les établissements SMR se font essentiellement dans les locaux du site principal. Et pour les associations et les structures APA, eh bien, on voit que les interventions se réalisent aussi dans des locaux extérieurs ou même à domicile. Voilà. Qui peut améliorer d'ailleurs la question de l'accessibilité et de la proximité. Voilà. Alors, on va passer aux cartographies. Donc, vous avez là deux, donc comme je disais, vous avez une cartographie par offre, par soin oncologique de support. Là, on vous en a mis deux, pour exemple, sur les temps d'accès. Alors, c'est de chaque commune, puisque vous me posez la question tout à l'heure, c'est le temps entre chaque commune et le site de la structure qui a répondu et qui propose des soins oncologiques de support. Donc, voyez, pour la prise en charge de la douleur, on a quand même une accessibilité qui est bonne, en tout cas à moins d'1 heure. Donc, ça fait quand même 2 heures aller-retour, mais on peut considérer quand même que globalement, c'est bon. Et pour 8 soins oncologiques de support, vous verrez les cartes, elles sont une accessibilité de ce type-là. Par contre, on a 2 exceptions. C'est pour la prise en charge de la préservation de la fertilité. On ne vous l'a pas mis la carte, mais vous pourrez la consulter. Elle est encore plus rouge et orange. Rouge et orange, c'est au-delà d'1 h 30, voire au-delà de 2 heures. Là, on vous a mis celle sur la prise en soin des troubles de la sexualité. Et donc, vous voyez quand même qu'il y a des zones où on est au-delà, donc je disais, d'1 heure en termes d'accès. Et c'est le cas, voilà, avec des délais importants sur le Cantal, sur l'est de la Savoie et le sud de la Drôme et de l'Ardèche. Et donc, qui pose effectivement une question d'accessibilité géographique, mais du coup, derrière, voilà, est-ce qu'il n'y a pas du renoncement? Et du coup, effectivement, derrière, peut-être l'option de développer peut-être, et même si ce n'est pas suffisamment, peut-être pas discuté, mais de développer des téléconsultations, même si c'est compliqué de faire des consultations de préservation de la fertilité à distance, mais plutôt que rien, c'est peut-être une des pistes à discuter. Voilà, et puis ensuite, eh bien, on a mis aussi pour alors là, c'est pour les rapports départementaux. Donc, pour chaque département, on a fait figurer une cartographie de la répartition de l'offre, donc en fonction des structures qui nous ont répondu et qui proposent des soins oncologiques de support. Alors, on vous a mis en fait, il y a la structure là où elle est implantée. Et on n'a pas mis les antennes ou des sites de consultation délocalisés. C'est vraiment là où est la structure, elle est implantée. Donc, voilà. Alors, pour les établissements autorisés, on l'a vu, et associés et SMR, on voit bien qu'ils interviennent essentiellement sur leur site principal. Donc, la cartographie, elle est bonne. Il n'y a pas vraiment d'alternative. Mais par contre, pour les associations et les APA, elles interviennent aussi hors site. Donc là, évidemment, on ne peut pas mettre le domicile des patients, mais enfin, ça donne quand même une bonne idée, quand même, ces cartographies. Donc là, par exemple, on vous avez mis celle sur la diététique et la nutrition dans le Puy-de-Dôme. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une forte concentration sur Clermont-Ferrand. Juste pour vous préciser, dans les rapports, parce que là, vous voyez juste des vignettes avec des numéros, dans les rapports départementaux, chaque numéro correspond à un établissement et chaque code couleur correspond à une typologie. Donc, vous avez en bleu les établissements autorisés, en rose les établissements associés, en vert les associations, en jaune les établissements de SMR et en orange les structures APA et DAPAP. Donc, vous avez un tableau dans les rapports départementaux, sous chaque carte, il y a un tableau qui référence en fait le nom de chaque structure. Donc, la diapositive suivante, vous allez voir, hop, voilà, on passe sur l'activité physique. Donc là, forcément, il y a beaucoup plus de structures, il y a beaucoup plus d'offres. On va vous présenter celle de la Loire. Vous voyez que quand même, il y a une répartition assez homogène, plus concentrée sur Saint-Étienne, moins sur le nord du département. Et puis, vous voyez que sur les départements connexes, l'offre est importante, notamment sur la métropole
la métropole lyonnaise. Et puis par contraste, eh bien, on vous a mis une cartographie de l'offre sur la préservation de la facilité dans l'Ardèche, ben, elle est absente. Et puis vous voyez que sur la Drôme, c'est pareil. Oui, que par contre, il y a à Puy-en-Velay, hein, donc il y a un établissement qui propose cette prise en charge, mais voilà, c'est quand même relativement visuellement assez explicite. Une petite précision également, autour des, on va dire, des grandes agglomérations, Saint-Étienne, Lyon, on a essayé de présenter, on a écarté un petit peu les chiffres, les petites étiquettes, parce que sinon c'était totalement illisible. Donc ça rayonne un petit peu autour. Après, vous connaissez vos structures, voilà, on sait à peu près où elles sont, vous repérez aussi. Mais voilà, parce que sinon il fallait que ce soit quand même assez lisible, donc on a été obligé de jouer un petit peu sur le rayonnement. C'est juste une précision. Voilà, et puis pour terminer, ben, on ne va pas vous le redire, hein, ça sera, vous pourrez consulter les rapports bientôt sur le site internet de l'agence. Voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup de votre attention. Il y a eu beaucoup de commentaires, donc on va les relire de façon attentive. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui ont été posées. Voilà. À quelle date seront accessibles et disponibles les rapports? On espère, alors, sur le rapport régional, ça sera très prochainement. Oui, il faut qu'on crée une page. Voilà, il faut créer une page sur le site internet, mais ça sera auprès de notre direction de la communication. Et les rapports départementaux au fil des validations, parce que du coup, ils sont en cours de relecture et de. Et on nous demande si est-ce que les modalités de calcul pourraient être ajoutées sur chaque diapo avant diffusion. Oui. Sur le support là, oui, bien sûr, oui. Sur le diaporama, oui. Ah, sur le diaporama, oui, sur le diaporama. On l'ajoutera. Oui. Voilà, donc la séance, elle a été enregistrée, hein, donc vous pourrez, elle peut être réécoutée sur le site internet de l'agence quand on aura créé la page, voilà. Et quant à l'envoi du diaporama, eh bien, on va faire en sorte que voilà, vous puissiez l'avoir rapidement. En tout cas, merci beaucoup pour vos participations, votre attention, vos questions, vos commentaires. Et puis, voilà, c'est une première photo. Je pense qu'elle est intéressante. Elle met en exergue un certain nombre de problématiques, de questionnements, et puis elle permet d'avoir une vision un peu plus réelle des choses. Mais effectivement, il faut poursuivre la réflexion. Et donc, on compte bien sur les centres de coordination en cancérologie, mais aussi les UPOG, les AJA, le DSRC, enfin voilà, tous les dispositifs de cancérologie et nos délégations départementales. Voilà. Merci à vous, bonne soirée, bon appétit et à très bientôt. Merci. Merci, bonne soirée tout le monde, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.
124. Ouais, donc Oui. c'est vraiment.